Alors, pas fâché que tout soit terminé? L'annonce de l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis met fin à une campagne historique. La période électorale est toujours riche en intensité et en anticipation, mais celle-ci a redéfini le champ de bataille et les règles d'engagement de façon radicale. Malgré toute la rancœur, les deux candidats s'entendaient pour dessiner le commerce international et sa structure actuelle comme un ennemi majeur. C'est une très mauvaise nouvelle pour les partenaires commerciaux des États-Unis. Et comme nous sommes le plus grand de ces partenaires, nous sommes peut-être le plus vulnérables. Que signifie la victoire de Trump et des républicains pour le Canada? Jetons un œil aux principales propositions de Trump en matière de commerce international. Sa promesse d'abandonner l'ANINA est probablement sa mesure anti-commerce la plus connue. Peu importe l'ampleur des modifications apportées, cette mesure aurait une incidence majeure sur le Canada. Au mieux, le pays serait réduit au statut de nation la plus favorisée de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ce qui serait un peu comme si les États-Unis imposaient un tarif douanier de 3,5 % à toutes les exportations canadiennes de biens et services vers le marché américain. De même, les effets seraient similaires si nous régressions à la situation d'avant l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, avec un tarif douanier moyen de 4 %. Mais ce ne sont pas les scénarios les plus pessimistes. Comme Trump planifie de faire passer le tarif douanier sur les importations en provenance du Mexique à 35 % et sur celles en provenance de la Chine à 45 %, il est assez probable que son administration sévirait aussi envers le Canada. Nous avons examiné ce qui se passerait si le tarif moyen passait à 10 %. Mais ne tirez pas la sonnette d'alarme tout de suite. Les élections se font sur la rhétorique et la réalité peut être bien différente pour de nombreuses raisons. Premièrement, tout nouveau président a accès à une armée de conseillers qui pourrait fortement le dissuader de mettre en œuvre des idées de la campagne. Deuxièmement, il doit souvent faire des compromis sur son orientation pour obtenir les appuis nécessaires. Troisièmement, le président n'arrive pas toujours à obtenir un soutien suffisant à la Chambre des représentants et au Sénat pour faire adopter ces mesures, car les représentants élus ont souvent déjà leur propre politique en tête. Quatrièmement, vu la division actuelle, ces représentants pourraient réaliser leur mandat selon une idéologie différente de celle du parti. Enfin, n'oublions pas le calendrier. Certaines propositions dépassent parfois le mandat du président. Au sujet du premier point, il est important de comprendre à quel point le Canada et les États-Unis entretiennent des relations commerciales étroites. Le Canada est la première destination des ventes pour plus de 35 États, principalement ceux dans le giron républicain. Cette activité commerciale avec le Canada soutient plus de 1,7 million d'emplois directs aux États-Unis. Par ailleurs, les sociétés canadiennes présentes aux États-Unis emploient directement plus de 600 000 Américains. Les chaînes d'approvisionnement de nos deux pays sont étroitement liées. C'est le cas dans le secteur automobile. Pour chaque véhicule assemblé et expédié du Canada vers les États-Unis, la teneur américaine s'élève à 63 %. Un désengagement serait très perturbateur pour les États-Unis. Durant la période de perturbation, ces processus n'iraient sans doute pas dans l'intérêt des consommateurs et chefs d'entreprise moyennes américaines. Pourtant, voici là où les propositions anticommerciales font défaut.
même si on parvenait à surmonter les obstacles liés aux politiques, il faudrait malgré tout que ces propositions soient acceptées par l'opinion publique. Certes, ces propositions anti-commerce visent fondamentalement à améliorer le sort de la classe américaine moyenne. Le problème, c'est que la majorité de ces propositions, voire la totalité, augmenterait les coûts pour les entreprises, coûts qui seraient ultimement refilés aux consommateurs. Tout bien considéré, il y aura un flottement dans l'investissement et l'embauche, une hausse des prix dans les grandes surfaces locales et des effets sur le trésor public. Il serait invraisemblable que les Américains, déjà contrariés par les échecs des politiques post-récession, se réjouissent des conséquences de ces propositions. Mais au-delà des politiques actuelles, qu'en est-il l'avenir du commerce? Les deux candidats ont mis en doute le partenariat transpacifique, accord commercial nouvelle génération qui regroupe 12 pays et qui est maintenant prêt à être signé. Difficile d'imaginer que les États-Unis abandonnent cet accord, vu ses avantages, les lourdes conséquences sur l'influence américaine dans la région et la Chine qui est prête à promouvoir son propre accord régional. Il faudrait cependant un effort colossal pour renverser l'opinion publique. Au bout du compte, l'élection américaine a été, entre autres choses, un référendum sur la structure moderne du commerce international. L'histoire nous dira si ce débat était nécessaire. L'économie américaine est forte et en plein essor, mais l'élection a convaincu les Américains du contraire. Espérons qu'il ne s'agit pas là de la fin de la prospérité. Ici Peter Whalen. Peter Hall va retourner la semaine prochaine.